Bonjour à toutes et à tous. Suite à l'activité de la vidéo précédente, nous avons vu que certains éléments sont plus importants que d'autres. Ces éléments sont appelés des éléments propres et c'est l'objet de cette vidéo de vous les définir et d'en donner des exemples. Alors pour cette vidéo, on va utiliser beaucoup ce qu'on a fait dans la première activité dans la vidéo précédente. Donc je vais souvent y faire référence, n'hésitez pas à retourner la voir s'il y a des choses que vous avez mal comprises. Pour rappel, on avait cherché à l'aide d'un endomorphisme, on avait écrit à l'aide de la base canonique avec une matrice qui n'avait pas une bonne tête. En changeant de base, en trouvant d'autres vecteurs, eh bien on obtenait une matrice diagonale. Alors, outre la question de savoir est-ce qu'on peut tout le temps faire ça, c'est comment trouver cette matrice diagonale et comment trouver les valeurs de cette matrice. Rappelons-nous que pour écrire la matrice de F dans cette nouvelle base, on avait pris U1, U2, U3, et on avait F de U1, F de U2, F de U3. Et donc si vous voulez avoir une matrice diagonale, ça veut dire qu'il faut des zéros, ça veut dire que f de U1 doit être égal à quelque chose fois U1. Donc vous devez trouver votre vecteur U1 tel que f de U1 égale lambda 1 fois U1. Ensuite, f de U2 doit être égal à lambda 2 fois U2 et f de U3 pareil. Et si vous trouvez U1, U2, U3, ici en dimension 3, qui vérifie le fait que U1, U2, U3 soit bien une base, et bien dans ce cas-là, vous obtenez cette matrice D. Alors, peut-on toujours trouver U1, U2, U3 qui forment une base? Ça, c'est une question à laquelle on va répondre dans une prochaine vidéo. Mais, en tout cas, on remarque qu'il faut trouver des vecteurs X tel que f de x égale lambda x. On peut commencer par faire la remarque qu'il y a un vecteur ici qui marche tout le temps, c'est le vecteur nul. F de 0, ça vaut lambda fois 0 pour n'importe quelle valeur de lambda. Sauf que 0, ce sera jamais le vecteur d'une base. Donc ce vecteur nul ne nous intéresse pas vraiment, donc on va chercher des vecteurs non nuls qui vérifient f de x égale lambda x. Ces vecteurs sont très importants, donc on va les appeler des vecteurs propres de la fonction, noté en abrégé avec une flèche, et donc cette valeur que l'on obtient ici, en fait, va être une valeur très importante, on va appeler ceci la valeur propre de l'endomorphisme, puisque ce sont les valeurs qui apparaissent ici sur la diagonale de la matrice quand on est dans cette base-là. Donc ces valeurs sont les valeurs propres, alors que les vecteurs qui sont associés sont les vecteurs propres. Donc, on a une valeur propre de f lorsque l'on trouve un vecteur non nul tel que f de x égale lambda x, c'est ce qu'on a vu. Et alors, dans ce cas-là, x c'est un vecteur propre, associé à la valeur propre lambda. L'ensemble des valeurs propres, on l'appelle le spectre de f, quand on note spectre de f, et donc vous avez des exercices pour vous entraîner. Le but de cette partie, donc de cette vidéo pour l'instant, c'est de bien comprendre, mais le but de ce chapitre, ça va être à la fois de savoir comment trouver des valeurs propres et des vecteurs propres, et ça va être ensuite de savoir est-ce qu'on peut diagonaliser notre endomorphisme, c'est-à-dire trouver une matrice diagonale qui corresponde à ça, et est-ce qu'on peut trouver suffisamment de vecteurs pour qu'on ait une base dans laquelle on va pouvoir écrire f comme une matrice diagonale. Alors, les vecteurs U1, U2, U3 qui permettent d'obtenir la matrice diagonale sont-ils uniques? Ça, c'est une bonne question aussi, puisque là, j'ai trouvé, admettons qu'on en ait trouvé, f de U1 égale lambda 1 U1, etc., f de U2 égale lambda 2 U2. Est-ce que ces vecteurs sont uniques? Est-ce qu'on peut trouver qu'un seul vecteur qui vérifie ça? Alors, la réponse va être très rapidement non. Pourquoi? Puisque si vous avez f de U1 égale lambda 1 U1, eh bien f de 2 U1, c'est 2 fois f de U1, et 2 fois f de U1, donc c'est lambda 1 fois 2 U1.
Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, si vous écrivez le vecteur V1, c'est 2U1, eh bien le vecteur V1 vérifie la même chose. Vous avez f de V1 égale lambda 1 fois V1. Et si j'avais pris 3U1, ça vérifie aussi la même chose, 4U1, ça vérifie la même chose, etc. En réalité, les vecteurs qui vérifient la même chose, c'est-à-dire qui s'écrivent f de x égale lambda x, si je passe tout de l'autre côté, eh bien j'obtiens que x vérifie f de x moins lambda identité de x. Et ça, c'est un endomorphisme, donc c'est une application linéaire. Identité, c'est une application linéaire. Et donc, en mettant ensemble les deux, on a f moins lambda identité de x égale 0. Et bien, ça, c'est quoi? C'est tout simplement le noyau de f moins lambda identité. Or, le noyau, eh bien, il n'y a jamais qu'un seul vecteur, sauf s'il n'y a que le vecteur nul, évidemment. C'est un espace vectoriel. Donc, les vecteurs x qui vérifient ce genre de choses, en fait, ils forment un espace vectoriel complet. Et donc, cet espace vectoriel, il va être très important. On va l'appeler un sous-espace propre. Le sous-espace propre, c'est l'ensemble de tous les vecteurs propres associés à une valeur propre lambda. Donc vous cherchez toutes les valeurs propres. Une fois que vous les avez, vous pouvez construire les sous-espaces propres en prenant tous les vecteurs qui fonctionnent, c'est-à-dire tous les vecteurs qui vérifient f de x égale lambda x. Autrement noté, c'est le noyau de f moins lambda identité, et ça va être assez important. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on avait vu qu'on prenait x tel que quand on cherchait les vecteurs propres, 0 ne peut pas être un vecteur propre. Donc en fait, les sous-espaces propres, si on veut être très précis, c'est tous les vecteurs propres associés à lambda, et on ajoute le vecteur nul pour former un espace vectoriel, puisque sinon, si 0 ne fait pas partie de l'espace vectoriel, eh bien, ça ne marche pas. Et voilà. Alors, on va chercher des caractérisations, puisque le but, c'est de trouver des valeurs propres. Alors, comment trouver une valeur propre? Eh bien, il faut trouver aussi des vecteurs propres. Donc, lambda est une valeur propre de f, c'est-à-dire que lambda appartient à l'aspect de f. Si et seulement si, on peut trouver un vecteur propre, donc ça veut dire que la dimension du sous-espace vectoriel associé, c'est plus grand que 1. On se souvient, on a un x qui fonctionne, qui n'est pas 0, si cet espace-là est plus grand que 1. Donc, vous avez forcément une valeur propre si cet espace-là est plus grand que 1, puisque ça assure que vous pouvez trouver un x non nul qui vérifie ça. En appliquant le théorème du rang, ça signifie que le rang de f moins lambda identité est strictement plus petit que n, ce qui est supérieur ou égal à 1 d'un côté, donc plus petit que n de l'autre côté. Et ça veut dire également que f moins lambda identité n'est pas bijective, puisqu'on a une application bijective, un endomorphisme bijectif, uniquement si le rang est égal à n. Et en plus, on a la dimension de notre sous-espace propre à l'aide du théorème du rang, c'est la dimension de E moins le rang, puisque le sous-espace propre, c'est tout simplement ker de f moins lambda identité. Donc ça, on va l'utiliser très très souvent. La démonstration technique précise est donnée dans la ceinture verte, ça va être très très utile en pratique, et donc il faut le maîtriser parfaitement. On a parlé d'endomorphisme, mais évidemment, tout ceci va pouvoir s'appliquer à des matrices en imaginant qu'on a l'endomorphisme phi-A. Donc ça, c'est pour rappeler d'où viennent les propriétés, les définitions. Mais en gros, il faut que a fois x égale lambda x, donc un peu comme le fx égale lambda x, mais là c'est avec la matrice. Dans ce cas-là, lambda c'est une valeur propre, toujours x qui ne doit pas être le vecteur nul. Attention ici, hein, c'est pas une multiplication de matrice, c'est une matrice fois un vecteur. Et donc, le vecteur non nul qui vérifie ça, c'est un vecteur propre. La valeur qui vérifie ça, qui peut être nulle, c'est une valeur propre. Et l'ensemble des valeurs propres, c'est le spectre. Même principe que pour les endomorphismes. On va également définir les sous-espaces propres de matrice, comme l'ensemble de tous les vecteurs propres, auxquels on a rajouté le vecteur nul, encore une fois, ou encore le noyau de A moins lambda identité. Donc ça, c'est la première méthode pour montrer qu'on a des valeurs propres et des vecteurs propres. C'est pas une méthode, évidemment, qui est très souvent utilisée, puisqu'elle est un peu facile, on vous mâche le travail en vous donnant les réponses, mais ça arrive
qu'il faille juste vérifier qu'on ait bien ceci. Donc pour vérifier qu'on a un vecteur propre, on vérifie que a fois x1, on calcule a fois x1, et on trouve 6 moins 4 plus 6 plus 4, ça fait 6, moins 2 plus 3 plus 5, ça fait 6, et là on remarque qu'on a 6 fois x1. Donc 6 c'est une valeur propre, et x1 c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 6. De la même façon, a fois x2, ça va être égal à 0 fois 1 plus 0 fois 3 plus 1 fois 3, moins 4 plus 4, 0, et moins 2 plus 5, 3. Donc c'est 3 fois x2. Et a fois x3, eh bien ça va être égal à 0 moins 1, 1, donc 0. Moins 6 plus 4, moins 2. Et moins 3 plus 5, 2. Donc c'est 2 fois x3. Donc on a ici 3 vecteurs propres associés à 3 valeurs propres différentes. On va montrer les sous-espaces propres. Pour déterminer un sous-espace propre, une fois qu'on connaît une valeur propre, la méthode c'est de déterminer E6A. Donc E6A c'est ker, c'est le noyau de A moins 6 fois l'identité. Or, A moins 6 fois l'identité, regardons quelle tête elle a, cette matrice. Ça va être moins 6, 3, 3, moins 4, 0, 4, moins 2, 3, moins 1. Alors, pour déterminer le noyau, ici, on a deux possibilités. La première, c'est tout simplement de résoudre le système, c'est-à-dire de dire x appartient au sous-espèce propre associé à la valeur propre 6. Ça veut dire que a moins 6 fois l'identité de x, y, z égale 0. Vous obtenez un système que vous résolvez et vous obtenez E6A, c'est vect d'un vecteur. Alors ça c'est intéressant, mais on va essayer d'aller plus vite parce que sinon ça va être un peu long. Il y a ici plusieurs choses qu'on peut remarquer. Regardons le rang de A moins 6 fois l'identité. Alors, première remarque, ce rang, il est forcément strictement inférieur à 3. Puisque si ce n'était pas le cas, eh bien, ça veut dire que la matrice est inversible, mais ça veut dire surtout que 6 n'est pas une valeur propre, à l'aide du théorème de caractérisation qu'on avait trouvé pour les endomorphismes. Donc c'est le même principe ici, le rang de A moins 6 fois l'identité, on doit trouver un lien, et effectivement, on a ici la colonne 1, la colonne 2, pardon, plus la colonne 3, égale la colonne 1. Égale moins la colonne 1 plutôt. Donc il y a un lien, et d'un autre côté, la colonne 2 et la colonne 3 ne sont pas collinéaires, donc forcément le rang est plus grand que 2, et il est plus petit que 2, donc le rang c'est 2, tout simplement. Mais ça c'est intéressant, puisque si le rang c'est 2, d'après le théorème du rang, la dimension du noyau, donc de E6A, c'est égal à 3, la dimension de R3, moins 2. Donc c'est-à-dire c'est égal à 1. Donc E6A est de dimension 1. Et c'est là où c'est intéressant, puisque cette dimension 1, donc ça va être de la forme vect d'un seul vecteur, et il suffit de trouver un vecteur qui appartient à E6A. Or, E6A, on a un vecteur, c'est x1. x1 appartient à E6A, et E6A est de dimension 1. Donc cet espace propre, c'est tout simplement vect de x1. Parce qu'il n'y a qu'un seul vecteur, et il suffit et on en a un. Alors, on pourrait faire la même chose pour les autres, s'apercevoir qu'effectivement, ils sont que le rang de A moins 3 fois l'identité
eh bien c'est 2, donc la dimension du sous-espace propre associé, c'est 1. Et je vous laisse donc faire cet exercice pour remarquer qu'en fait, E3A, c'est vec de x2, et E2A, eh bien c'est vec de x3. On a un point intéressant, c'est de faire le lien entre les endomorphismes et les matrices. Et en réalité, si on a un endomorphisme, si on a une matrice qui représente un endomorphisme dans une certaine base, alors tout vecteur appartenant au noyau de f moins l'identité, on a le même vecteur associé qui appartient au noyau de A moins lambda identité, c'est-à-dire que le spectre, donc l'ensemble des valeurs propres de f, c'est le même que l'ensemble des valeurs propres de A, et que la dimension des sous-espaces propres sont les mêmes. Par contre, les sous-espaces propres ne sont pas les mêmes, puisque f, ça peut être un espace de polynôme, ça peut être un endomorphisme de polynôme, ça peut être un endomorphisme de fonction, de suite, etc. Alors que A, c'est forcément lié à des vecteurs colonnes uniquement. Donc pour que E lambda F et E lambda A soient les mêmes, il faudrait que F soit un endomorphisme de vecteurs colonnes, ce qui reviendrait quasiment à l'endomorphisme canonique. Bref, ça n'arrive jamais. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir que les dimensions, par contre, sont les mêmes forcément. Et les valeurs propres, c'est les mêmes. On a donc la même caractérisation que pour les endomorphismes. Une valeur propre, on a une valeur propre du matrice si la dimension du noyau de A moins lambda identité, c'est plus grand que 1. Avec le théorème du rang, le rang de A moins lambda identité, c'est plus petit strictement que n. A moins lambda identité n'est pas inversible. Et la dimension de E de lambda A, c'est n moins le rang. Encore une fois, cette caractérisation, on va très souvent l'utiliser. Et on va notamment l'utiliser dans un cas qui est particulier, c'est que si on cherche la valeur propre 0, eh bien la valeur propre 0, ça devient la dimension de ker de A est plus grande que 1, ou le rang de A est plus petit que n, je remplace par lambda égale 0, donc ça veut dire que A n'est pas inversible. On a deux choses, si A n'est pas inversible ou si le rang de A est plus petit que n, hop, vous avez automatiquement une valeur propre, c'est 0. Et si vous savez qu'une valeur propre c'est 0, vous avez automatiquement que A n'est pas inversible. Et ça, il ne va pas falloir l'oublier parce que ça permet d'aller très vite quand on vous demande de montrer ou de déterminer si une matrice est inversible ou non et que vous connaissez ses valeurs propres. On termine par une petite propriété mais qui est intéressante à savoir démontrer, c'est que A et A transposé ont les mêmes valeurs propres. On va le retrouver plusieurs fois dans le cours, c'est évidemment pas central dans ce chapitre, mais ça vaut le coup de le savoir, et de la même manière, la dimension de E lambda A et la dimension de E lambda de A transposé sont les mêmes, ils ont les mêmes valeurs propres, la même dimension des sous-espaces propres, par contre ce ne sont pas les mêmes sous-espaces propres. Encore une fois, c'est compliqué, c'est l'idée de la remarque, et on en parlera un peu plus dans la démonstration de cette propriété. Voilà, j'espère que tout est clair sur ces définitions propriétés, elles sont à connaître évidemment par cœur celles-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.